Et ça y est, c'est parti. A priori, on est en direct. Bonjour à toutes et Oh, à tous. bonjour. On est ravis du coup d'animer ce webinar. Ça en fait quelques-uns dans la journée. Celui-ci est sur le thème des tests, les tests de personnalité, à savoir est-ce qu'ils sont illusoires ou est-ce qu'ils sont efficaces. On est avec Marine. Je suis Thomas Santis. On est ravis. Bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il y a beaucoup de Bonjour. monde qui se connecte. Oui, effectivement. Donc c'est top, ça va durer 45 minutes. L'idée, c'est de vous faire part de notre expérience, de notre expertise à ce sujet, et évidemment de répondre à un maximum de questions que vous pouvez vous poser. Donc n'hésitez pas à participer dans le chat. Ça fait plaisir en tout Mm, cas. Il y a plein de gens connectés, encore une fois. Beaucoup de bonjours. mm, Bonjour à tous ouais, ceux qui sont en train d'arriver. Et donc posez vos questions dans le chat. On ne pourra certainement pas répondre à tout le monde, mais oui, on on fera va de faire au notre mieux. mieux. Voilà. En tout cas, je Euh, suis ravie d'animer effectivement cette conférence avec toi, Thomas, pour qu'on puisse conjuguer nos deux expertises. Et puis, un grand merci effectivement à Parlons RH et à vous tous qui êtes arrivés à vous libérer, en tout cas, pour assister à cet événement. donc, on est dans la journée des 24 heures liées au recrutement. Encore une fois, webinaire sur le thème des tests. L'idée, c'est de faire part de notre expertise. Je vois qu'il y a encore du monde qui se connecte, donc on temporise un poil. Bonjour Nicolas Dumouton. On a Kim, Kim. notre modératrice, qui va gérer le chat. Salut Chloé Sénéjean. On se lance, Marine, on y Allez, on se va? lance. Je propose qu'on se présente. Je vais démarrer pour un peu de galanterie, Thomas. Je te laisse, vas-y. Donc moi, très rapidement, Marine Autogali, je suis consultante, experte et spécialiste dans toute la dimension évaluation comportementale au sein de Thomas International et également formatrice. Donc j'espère pouvoir répondre à vos questions et pouvoir justement vous donner un petit peu plus d'informations concernant les évaluations, qu'est-ce qui se cache derrière, ce qu'on peut obtenir. Donc voilà. Alors j'ai perdu Marine, je sais pas si c'est une blague de sa part ou mais là du coup je vais me retrouver seul. Je vais me présenter à mon tour, donc Thomas Santis, je travaille dans l'univers du recrutement depuis 15 ans maintenant, en tant que salarié de cabinet de recrutement parisien, puis manager de bureau sur Marseille, et depuis 6 ans, fondateur avec mon associé Nicolas qui est connecté en ce moment, du cabinet de recrutement Le Mouton à 5 pattes, cabinet qui se veut différenciant. On utilise des tests et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de participer à ce webinaire aux côtés de Marine si elle revient. Sinon, je vais avancer en espérant qu'elle se connecte. Donc, pour commencer, voilà les différents thèmes dont on va parler sur ce webinaire. Euh, En gros, on va parler du recrutement de manière générale, de la façon de recruter qu'on peut avoir. Marine est en train Ah, de revenir. Marine, oui, je j'ai suis eu peur. désolée, j'ai eu un. Elle se redéconnecte. Bon, c'est la slide dont Marine devait parler en plus. Donc, merci Marine. 4 items vers une nouvelle façon de recruter. Qu'est-ce que les tests? Qu'est-ce qu'on met dedans? Marine, tu Oui, m'inquiètes? non, normalement ça devrait C'est être une, bon. Je suis une blague? désolée. Je suis désolée. Petit souci de connexion. Ok. Je Euh, me suis présenté et du coup, j'étais en train de présenter ta slide, certainement moins bien que toi. Ça, c'est pas un souci, j'ai pleinement confiance. Donc effectivement, on va tenter avec Thomas de vous expliquer un petit peu quel est l'intérêt d'utiliser des tests dans le cadre de vos recrutements, à savoir est-ce que c'est efficace ou non, puisque on entend beaucoup de choses par rapport aux tests. Donc on vous expliquera un petit peu qu'est-ce que c'est que ces différents tests, comment on peut les utiliser, à quoi ça sert, et toujours dans l'optique, bien entendu, de trouver votre mouton à 5 pattes. On commence Petit peut-être par un sondage. sondage. Ouais.
Alors allez-y, on vous laisse répondre. Webinaire interactif, donc le sujet, c'est quels sont vos outils d'aide à la décision lors des recrutements? Est-ce que c'est les entretiens, les CV, les prises de ref, la boule de cristal? Ça marche pas mal, Oui, paraît-il. ça marche pas mal, Mieux que la boule effectivement. à facettes, n'est-ce pas, Marine? Tout à Les fait. tests ou le feeling? Le feeling aussi, on pourrait. Bon, eh ben Marine, je sais pas si c'est une boule de cristal, mais en tout cas, elle apparaît, elle disparaît, c'est... Vraiment très compliqué. Toutes mes excuses. Hop. Marine? Oui, oui, je suis là, je suis là, je sais pas. Ça s'arrête, ça revient, pourtant la connexion est Pour excellente. avoir les résultats du sondage que vous pouvez voir tous en live, il y a en bas à droite de votre écran chat, questions et sondage. Sur sondage, vous pouvez voir en live et du coup, on voit que le premier critère qui va ressortir, c'est les entretiens, évidemment. Ensuite, on a les tests juste après, les CV, pardon, les tests juste après, les prises de ref, 15%, il faut en faire plus. Le feeling, et on a quand même 1% qui utilise la boule de cristal. Vous nous direz dans le chat d'ailleurs si ça fonctionne bien ou pas. Donc les tests, c'est en troisième position. C'est quand même plaisant de voir qu'il y a des gens qui les utilisent et du coup, n'hésitez pas à faire part de vos questions ou de vos remarques. Bon, j'ai Marine qui apparaît et qui disparaît. Je suis désolé, c'est pas très agréable ni pour moi ni pour vous qui êtes présents. Donc je vais avancer. Merci à tous d'avoir participé du coup au sondage. Quelques infos qu'on souhaitait vous partager, pardon. Euh, Marine? Oui, je suis Ouais. là, je suis là. N'hésitez pas à me dire si toutefois ça coupe, je suis vraiment désolée. Donc, on voulait partager avec vous quelques informations. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, on constate que la crise sanitaire, notamment avec les différents confinements qu'on a pu observer, enfin qu'on a pu vivre surtout, ont pu nous pousser donc à de profondes remises en question personnelles. Et donc, automatiquement, ça a modifié les attentes de chacun, donc des salariés, de tout le monde, vis-à-vis du travail. Donc, notamment, j'ai envie de dire sur la question de la perte de sens au travail. Je pense que Thomas, tu me rejoindrais sur ce sujet-là, mais aussi sur l'adéquation avec les valeurs individuelles et notamment l'organisation liée au fameux équilibre vie privée, vie professionnelle. D'après une étude assez récente, il en ressort quand même qu'on a 17% des collaborateurs qui vont faire le choix de quitter leur structure au cours des 3 premiers mois. Donc, ce qui représente un coût important pour vous, de toute façon, en termes de temps, en termes de productivité, c'est tous les coûts annexes. Donc, c'est vrai que c'est une donnée qui peut faire peur, mais en même temps, c'est une donnée qui est bien réelle aujourd'hui. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà connu des échecs en recrutement, lors de vos recrutements? Et ça, effectivement, je pense que, en tout cas pour ma part, moi, j'y ai été confrontée. Moi, personnellement, jamais. Je ne connais pas ça, les échecs en recrutement. Je plaisante, évidemment. Mais on vous laisse répondre en espérant que le sondage ne fasse pas bugger de nouveau Marine. Oui, effectivement, on va Je ne me croiser les retrouve doigts. pas une nouvelle fois tout seul. Une nouvelle fois, onglet sondage que vous pouvez consulter en direct, tout comme nous. Et donc, on a 94% de oui et on a 65-66 votes et 8% de non. Je suis quand même impressionné par les 8% de non. De non, oui. Ouais, dans le volume, on a tous connu malheureusement des échecs. On est là pour les limiter en recrutement. Et du coup, on va vous partager la slide suivante. Merci en tout cas d'avoir participé à ce sondage qui se termine avec 92% de oui et 7%, 93% de oui et 7% de non. Le métier de recruteur, ce que les gens voient et ce qu'ils ne voient pas, comme vous pouvez le voir, on aime bien avec Marine cet iceberg. Il y a beaucoup plus de choses qui sont invisibles que de choses visibles. Sur le visible, on nous voit connectés sur LinkedIn en quasi permanence d'ailleurs. On voit les offres d'emploi qu'on diffuse. On voit
les recruteurs en entretien, donc durant les entretiens physiques. Il y a toute une partie du métier qu'on ne voit pas. Je vais prendre quelques sujets, mais l'entretien du vivier de candidats, il y a toute la partie échange téléphonique qui est hyper chronophage et qui nous prend beaucoup de temps dans ce métier-là. Le sourcing qui est pareil extrêmement chronophage. La relation client, donc les recruteurs, l'analyse des besoins, enfin, tout ça c'est extrêmement chronophage. Et quand on voit la masse de temps passé pour un recrutement, on se dit que l'objectif, c'est quand même de limiter les dégâts et de limiter justement ces 93% de oui. Si on refaisait un webinar dans un an et qu'il n'y avait que 80% de oui sur la dernière année, ça serait super. Ouais. Donc voilà, on va avancer là-dedans pour essayer de vous partager quelques tips. Et effectivement, de toute façon, hein, ce qu'on voit des métiers, de la réalité du métier de recruteur, on va pouvoir identifier, c'est un petit peu le même schéma, hein, j'ai envie de dire, pour les candidats. C'est ce qu'on va voir juste après. Mais on retrouvera notre fameux iceberg. Hop. Alors, Kim qui anime le chat dit 8% de non, nous sommes preneurs de vos astuces. Moi aussi, je suis preneur de vos astuces. N'hésitez pas à les partager dans le chat. Le but, effectivement, c'est qu'on puisse avoir les bons tips pour tout le monde et pouvoir les utiliser. Donc, avant d'échanger finalement sur l'intérêt des évaluations, on constate aujourd'hui, hein, quand on parle de performance, de réussite, que l'expérience, c'est finalement quelque chose de minoritaire. Et on a vu précédemment dans les sondages que le CV, l'expérience, étaient des choses qu'on prenait vraiment en considération. Maintenant, dans ce qui est de la courbe de la performance, l'expérience, c'est vraiment, comme je disais, le facteur minoritaire. Et grâce à l'étude que vous voyez apparaître à l'écran, on pourra en discuter par la suite, mais cette étude va nous permettre de mettre en avant le fait que l'expérience candidat donc, est un facteur minoritaire, mais que la personnalité et le comportement d'un individu sont de toute façon les parts les plus importantes qui vont vous permettre de garantir aussi quelque part le fonctionnement du collaborateur et l'adéquation notamment du collaborateur par rapport au poste que vous recherchez. Donc, la personnalité et le comportement, comment on les analyse? On va être obligé d'utiliser des tests de personnalité. Et donc, utiliser des tests de personnalité, c'est tout simplement voir au-delà du CV. Et c'est ce qui vous permettra aussi, quelque part, au sein de vos organisations, d'amener plus de diversité et des fois de nouveaux fonctionnements, de nouvelles compétences aussi pour vous. Question qui m'est adressée du coup, pourquoi avez-vous fait le choix d'utiliser des outils? Pour la petite anecdote, ce choix-là, je travaille avec des outils d'évaluation de personnalité depuis quasiment que je fais ce métier, de manière plus ou moins pro et régulière. Depuis qu'on a créé le cabinet avec Nicolas, on s'est posé, notamment pendant le premier confinement, où on a eu pas mal de temps pour réfléchir. Et on s'est dit que ça faisait partie quand même des outils à utiliser de manière indispensable pour limiter la casse dans le cadre de recrutement. Et donc, on a fait un audit, on s'est certifié sur différents outils. Et je vous expliquerai un peu plus tard, durant le webinaire, quels ont été les résultats de ça. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Pour être encore plus pro et encore plus carré sur nos recrutements. Et puis, c'est aussi peut-être un moyen de se diversifier, aussi de se démarquer par rapport aux autres acteurs sur le marché. Non? Une approche plus qualitative, c'est ça. Alors, qu'est-ce que les tests finalement? Qu'est-ce qui va se cacher derrière ces fameux tests? Qu'est-ce que ça va nous permettre d'identifier? Et la question qu'on se pose tous, est-ce que ça va nous permettre de trouver notre mouton à 5 pattes? Donc, on retrouve ici notre fameux iceberg, comme j'ai pu le dire précédemment. Donc, tout comme pour le métier de recruteur, on voit bien que notre candidat, lui aussi, possède une face cachée. Il y a une face visible et une face cachée.
On a les fameuses hard skills, nos soft skills. Donc les hard skills, bien entendu, c'est toutes nos fameuses compétences techniques, les diplômes, les niveaux linguistiques, nos certifications, plein de choses. Et c'est là d'ailleurs que c'est beaucoup plus simple pour nous d'obtenir ces éléments. C'est beaucoup plus facile à identifier. Maintenant, la phase observable, comme je disais, c'est la plus facile à identifier dans les grands traits, mais attention, ça ne veut pas dire pour autant que par rapport à ce qu'on observe, on soit en capacité de maîtriser les subtilités de chacun des profils, d'où des fois ce qui peut nous permettre aussi de rater des recrutements, de toute façon. Maintenant, on a en moyenne 75 à 90% de toute façon de la masse d'un iceberg qui va rester immergée. Et donc, c'est ici qu'on va retrouver nos fameuses valeurs, nos aptitudes, nos émotions, ainsi que notre personnalité. Donc, je vous le dis, oui, il existe des tests qui vont vous permettre de connaître et surtout de comprendre au final les mécanismes de fonctionnement ainsi que le potentiel de réussite d'un individu. Que peut-on mesurer avec les tests, Marine ? Eh bien, aujourd'hui, Thomas, quand on parle de tests, pour beaucoup de personnes, les tests, c'est quelque chose de totalement abstrait parce qu'on pense à tests. Alors oui, on va penser aux tests professionnels, mais on va penser des fois aussi aux tests Marie-Claire, sans jugement de valeur, bien entendu. Ça fonctionne pas mal, paraît-il. Oui, peut-être une majorité de triangles ou de carrés ou de ronds, on ne sait pas trop. Mais effectivement, on entend tout avec le terme test et parfois, c'est vrai que ça peut faire peur. Donc, très rapidement, car c'est vrai que c'est un sujet dont on pourrait discuter pendant des heures, on a tenté avec Thomas de vous présenter ce qu'il était possible de mesurer avec les tests. Donc, on s'excuse au préalable, bien sûr, pour toutes les personnes qui seraient puristes aussi par rapport à la classification des évaluations. Mais on a dû synthétiser aussi la classification des tests. Ce qu'il est important de savoir aujourd'hui, c'est que quand on parle de tests, en fait, on parle de quoi ? On parle de psychométrie. Et la psychométrie, c'est quoi ? La psychométrie, c'est une science. Et c'est une science qui va nous permettre d'étudier, de mesurer les caractéristiques psychologiques, finalement, des individus grâce à des instruments de mesure qui, eux, vont être donc standardisés et qui vont nous permettre d'analyser donc toute la partie construction psychologique d'une personne en la comparant avec un groupe de personnes représentatifs. La qualité des tests psychologiques, elle va être très, très importante pour vous si par la suite vous faites le choix d'en utiliser ou pas. Pourquoi ? Parce que finalement, le marché de l'évaluation et des tests, c'est quelque chose de très vague. On trouve de tout, donc certaines choses qui sont très, très bien et puis d'autres beaucoup moins bien. Mais pour vous donner en tout cas un petit tips pour l'utilisation des tests, ce qui est important pour vous, c'est de toujours, quand vous vous posez la question de choisir un test, c'est de regarder la qualité des tests psychologiques. Car, comme je vous le disais, on trouve de tout. Et en psychométrie, il y a 2 indicateurs qui vont être fondamentaux dans la qualité des tests. C'est notamment la validité et la fiabilité des tests que vous choisirez. Et en fonction de ces 2 indicateurs, ça vous permettra quelque part de garantir aussi les résultats que vous obtiendrez par rapport à votre candidat et donc de pouvoir les utiliser correctement par la suite, bien entendu. On parlera après avec Thomas des risques aussi qu'on peut avoir à utiliser des tests si c'est mal fait, justement. On en discutera un petit peu plus loin. Très rapidement, en termes d'évaluation, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Donc, on a des tests qui vont évaluer nos fameuses hard skills. Les hard skills, c'est quoi ? On sait que c'est des compétences techniques, mais ça regroupe finalement les connaissances ainsi que les savoir-faire professionnels qui vont être nécessaires pour une personne, en tout cas, pour pouvoir exceller dans l'exercice de sa profession. Donc, toutes ces compétences, elles vont s'acquérir par la formation scolaire, formation professionnelle ou académique en tout cas, mais aussi par l'expérience de vos candidats. Ensuite, on a ce qu'on appelle les capacités cognitives. Les capacités cognitives, c'est quoi ? C'est toutes les capacités de notre cerveau qui vont nous permettre d'être finalement en interaction avec notre environnement. Et si on voulait les classifier, parce qu'on peut les classifier, on pourrait dire qu'on va retrouver la mémoire, l'apprentissage, le langage, mais aussi toute la partie cognition sociale et les fonctions perceptuelles et motrices de la personne.
Juste, Oui, dis-moi Thomas, je t'en prie. non, non, mais on a pas mal de questions, Marine, dans le chat Alors et je j'avoue que je voulais ne en touche plus profiter le chat pour ne plus, pour ne plus répondre être en déconnectée. direct. On a Stéphane Lévy qui nous dit quelle garantie, zéro erreur. Zéro garantie, Stéphane. Zéro garantie. Malheureusement, on travaille avec de l'humain et c'est ce qui fait la beauté de ce métier. Donc, il n'y a pas de Exactement. garantie et on On parlera aimerait. plus tard des risques justement liés à ces tests-là. Mais en tout cas, il n'y a pas cette garantie-là, malheureusement. On a Non. aussi Laurence Bernard qui nous demandait si les tests comme le DISC ou le MBTI, elle pensait que ça ne pouvait pas être utilisé pour la sélection de candidats dans des Et si, recrutements. Et si c'est utilisé, on bien vous en sûr. parlera après, mais nous, globalement, on le préconise. Oui. Alors, je ne sais pas, Laurence, d'ailleurs, si vous voulez remettre un petit commentaire en nous disant qu'est-ce qui vous fait penser ça, mais ce n'est pas du tout le cas. Et Corinne qui nous dit que les tests sont des leviers de réflexion et qu'on ne doit pas enfermer le Exactement. candidat. On est plutôt en phase avec ça, Corinne. De toute façon, les outils, peu importe le type d'outil que vous ferez le choix d'utiliser ou non, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste un outil d'aide à la décision. Ça n'enlève en rien votre expérience, vos connaissances, vos compétences aussi en matière de recruteur, mais ça doit rester un outil d'aide à la décision, à la réflexion, et ça pousse aussi au fait de se poser la question, de se demander si, parce que souvent quand on travaille sur un référentiel pour un poste, on va travailler sur la partie technique, mais on se rend bien compte que ce qui est intéressant, c'est la partie comportementale, et donc d'utiliser ces tests-là, ça nous pousse à aller plus loin dans notre réflexion et à se demander si finalement, en termes de fonctionnement et de réussite, il n'y a pas autre chose que les compétences techniques, et donc la personnalité va avoir va avoir en tout cas un aspect très très important dans cette dimension. Donc la personnalité, ça reste un ensemble de caractéristiques qui peuvent être affectives, émotionnelles, propres à la personne, en tout cas dans sa façon de réagir, j'ai envie de dire, aux situations dans lesquelles elles vont se trouver. L'intelligence. Alors l'intelligence, on en entend beaucoup parler aussi. On parle souvent d'intelligence multiple. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, l'intelligence, ça reste quand même de toute façon l'ensemble des fonctions mentales qui vont être mobilisées par une personne de toute façon, pour l'analyse, la compréhension, mais aussi pour l'organisation finalement, l'organisation du réel en pensée chez l'être humain aussi. Et c'est vrai que on entend aussi beaucoup de critiques sur le quotient intellectuel, donc le fameux QI dont on parle, mais le QI aujourd'hui demeure de toute façon la mesure de référence pour considérer l'intelligence chez un individu. Et donc l'évaluation de tous ces facteurs va nous permettre de définir notre fameux potentiel. Et notre potentiel, c'est quoi? C'est tout simplement la capacité d'une personne à pouvoir se mettre en projection ou à gérer son évolution. Donc Comment maintenant, est-ce la qu'on peut question... utiliser les tests, Marine? C'est la Exactement. question. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser les tests. Il n'y a pas un process qui va vous garantir 100% de résultats. Ça, on est bien d'accord. Maintenant, plus vous utiliserez les tests en amont dans vos parcours de réflexion et de recrutement, plus finalement vous allez gagner du temps aussi lors des premiers recrutements. Parce que si vous évaluez un candidat en amont, ça vous permet aussi d'affiner votre présélection. Et donc, lors du premier entretien, ça va vous permettre de pouvoir échanger sur des thématiques que vous n'auriez peut-être pas fait lors du premier entretien. Je pense notamment au comportement, à la partie motivation, des fois à l'ambition aussi, aux objectifs ou à l'interaction collective qu'on pourrait retrouver dans la dimension émotionnelle. Et donc, c'est vrai que nous, en tout cas, on préconise toujours de pouvoir les utiliser en amont parce que c'est du temps que vous allez gagner pour la suite, c'est de la fiabilité aussi en termes d'efficacité. Et même si je sais que certains peuvent se poser la question de dire oui, mais ça a un coût. Alors oui, l'évaluation peut avoir un coût en termes d'aspect financier, mais en termes de temps, parce que les tests, ça demande un petit peu d'analyse aussi. Maintenant, il vaut peut-être mieux parfois consacrer un petit peu plus de temps en amont
et pouvoir affiner ses recrutements et recevoir peut-être que 1 ou 2 candidats en entretien et que ça soit les bons. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas, par rapport à ça. Ouais, je suis 100% en phase avec toi, Marine, là-dessus. Juste en aparté, dans le processus de recrutement, il y a process. C'est très important en amont de vos process de recrutement de réfléchir à quelles vont être les différentes étapes, dans quel ordre elles vont être effectuées. C'est important aussi de le timer, puisqu'on le voit, enfin, le marché est tendu, donc les risques d'erreur de recrutement sont encore plus importants, puisqu'il y a une situation de stress en entreprise qui fait que les décisions ont tendance à être prises un peu trop rapidement. Donc, en anticipation, prévoyez vos processus. Là, on a fait un processus type avec Marine sur le PowerPoint. Il peut être adapté à vos contraintes, mais faites-le, écrivez-le, briefez vos managers. Et si vous avez la possibilité, utilisez ces tests-là au début du process, comme le dit Marine, c'est la préco qu'on peut faire. Et puis, ce qui peut aussi être intéressant pour vous, c'est que plus vous avez d'éléments concernant la personne que vous allez intégrer, plus vous allez aussi pouvoir développer et optimiser finalement l'accueil de cette personne après dans votre structure, à son poste, arriver à l'intégrer au niveau de son équipe. Parce que plus on a d'éléments, plus on peut aussi s'adapter de toute façon à l'intégration du candidat. Après, on sait que voilà, c'est pas toujours possible et qu'on court tous après le temps, on en est bien conscient. Mais en même temps, voilà, je pense que la qualité aujourd'hui, on le voit, hein, la qualité des recrutements, des personnes qu'on recherche aussi, notamment sur l'intégration, c'est des sujets qui sont totalement d'actualité, qui vous parlent aussi. Donc, c'est important de pouvoir les travailler dans la qualité. Je lis les commentaires dans le Oui. chat en même temps. On a Marc qui nous demande comment est-ce que ça peut être scientifique si en même temps c'est pas une science exacte. Scientifique, ça veut dire qu'il y a des personnes. Tu allais répondre, Marine? La psychométrie, effectivement, reste de toute façon quelque chose d'encadré aussi. Comme on disait, la fiabilité à 100%, la garantie risque zéro, vous l'aurez pas, ça c'est sûr. Maintenant, dans les tests qui vont être utilisés, dans les algorithmes qui vont être créés, en fait, c'est surtout les algorithmes qui vont se cacher derrière, hein, quand on parle aussi de psychométrie. On va vérifier qu'on mesure bien les bonnes choses, que les données sont censées rester fiables aussi dans le temps, et que les résultats que vous allez obtenir sur un de vos collaborateurs vont pas dans 3 mois être diamétralement opposés et avoir Mr Jekyll et Mr Hyde au sein de vos organisations. Donc oui, c'est validé par des scientifiques et d'ailleurs la plupart des Des outils psychologues. qui sont sérieux, on peut dire que il faut être certifié pour être capable de les utiliser, de les restituer, les résultats aux candidats, aux recruteurs également. En revanche, d'ailleurs, le terme de science, qui n'est pas une science exacte, on l'utilise dans différents domaines, y compris dans le médical, etc. Et encore une fois, c'est ce qui fait la beauté de notre métier, et on en parlera plus tard, mais un des outils à utiliser, mais la garantie 100% zéro échec en recrutement, malheureusement, on ne peut pas, entre guillemets, vous la vendre et la promettre, c'est pas possible. On est là pour limiter le risque, mais le garantir, c'est pas possible. Voilà. Et juste, je réagis aussi à Carole et Géraldine qui parlent de process qui pourraient être alourdis. Il faut éviter des process trop lourds et aujourd'hui, nous, on le voit au quotidien, on risque de perdre des candidats en route, etc. Mais en fait, la perte de temps et d'argent, comme on l'a dit en tout début de webinar, elle peut être plus importante et du coup, il vaut mieux, j'aime pas le terme alourdir, mais en tout cas avoir une étape supplémentaire ou l'intégrer dans le process de recrutement de manière optimale et avoir moins d'échecs
Et puis pour compléter tes dires, Thomas, il y a des tests qui peuvent être rapides aussi en termes de passation, et c'est pas parce qu'ils sont rapides qu'ils sont forcément moins fiables non plus. Donc c'est vrai que après, bon, les candidats sont sollicités de plus en plus, sont habitués aussi, et je trouve, en tout cas moi, de mon retour, de mon expérience, les candidats sont pas surpris maintenant de toute façon de devoir compléter des tests en amont de toute façon des entretiens. Oui. Et Colline qui nous demande si on arrive à faire passer des tests à des candidats pénuriques. Moi, il y a peut-être ma réponse qui va être peut-être un petit peu old school, mais un candidat qui n'est pas motivé du tout, il ne le passera pas, effectivement. Ça permet de tester un peu sa motivation, de voir s'il le passe ou pas. Ensuite, il y a certains tests qui sont quand même très rapides, qui prennent 10 à 15 minutes. C'est en ligne, ils le font chez eux, enfin, où ils veulent d'ailleurs, quand ils veulent. Donc la contrainte liée à ces tests-là, ça leur demande pas de se déplacer, ça leur demande pas de prendre du temps, parce que je considère que 10 minutes pour un process de recrutement et pour rejoindre une entreprise, si le candidat a envie, il peut prendre ces 10 minutes-là. Oui. Donc je sais que les process, il faut pas les alourdir et que chaque étape supplémentaire, on peut perdre des candidats, mais j'estime aussi que c'est pas les candidats les plus motivés qu'on perd pour une étape comme celle-là. Et je rebondis juste aussi, parce que je vois qu'on a un commentaire de la part de Frédéric. Frédéric dit que les tests sont aussi utiles quand on envisage la promotion ou le changement de poste d'un collaborateur. Et effectivement, on a plutôt axé la présentation sur le thème d'utiliser des tests dans le cadre du recrutement, mais l'utilisation des tests au sein de vos organisations, ça peut avoir des utilisations totalement annexes aussi, en termes de GPEG, de mobilité, mais aussi de toute la partie team building. De toute façon, la partie animation, c'est aussi toute une partie revue des talents, parce qu'on a vu qu'on peut analyser différentes choses avec les tests. Donc, vous pouvez aussi faire le choix d'utiliser les tests en amont avec des candidats externes à votre structure, ou des fois, voilà. Ou en tout cas, vous pouvez aussi faire le choix de les utiliser en interne. Et j'insiste aussi sur un point, c'est un retour qui m'est fait régulièrement. On a souvent tendance, lors de mobilité en interne, à pas vouloir évaluer son personnel, parce qu'on se dit, finalement, on le connaît, on a un peu ses états de service, on a le retour du manager, donc on a des garanties parce qu'on connaît la personne. Mais c'est pas parce que la personne évolue dans le poste qu'elle occupe aujourd'hui et que tout se passe bien, qu'elle a des résultats, qu'elle sera forcément en capacité d'occuper un poste différent au sein de votre structure. Et donc, le fait de pouvoir utiliser des tests, ça va aussi vous permettre de pouvoir voir quels sont ses leviers, ses forces et peut-être ses limites. Donc, de mettre en place aussi un plan d'accompagnement, pourquoi pas, si vous pouvez le faire au sein de vos structures, pour garantir le fait que la personne puisse être en capacité de prendre ses fonctions. Donc, et c'est toujours aussi intéressant de pouvoir évaluer des personnes qu'on pense connaître, et parfois on a des surprises, n'est-ce pas, Thomas? Je suis 100% d'accord. Je vous propose qu'on regarde un petit peu maintenant les erreurs à éviter, parce que le temps Juste, file quand même. Marine, je me permets Oui. juste en 30 secondes de répondre à Laurence. On a plein de questions, je suis désolé, on va essayer de répondre à un maximum de questions, mais Laurence qui nous demande si les débriefs sont obligatoires. Alors, Oui. oui, c'est le cas, ils sont obligatoires. D'un point de vue éthique vis-à-vis des candidats, il faut le faire. Et ensuite, pour répondre aussi aux questions précédentes sur le côté scientifique, etc., le retour candidat, ça permet au candidat d'interagir, de faire son retour, de dire s'il est d'accord, pas d'accord. Donc ça permet de créer un échange avec une base qui est relativement saine. Et c'est ce débrief qui va être hyper utile aussi dans la prise de décision. Et puis j'ajouterais aussi par rapport à ça que, comme on a pu le voir précédemment, les candidats recherchent aussi de plus en plus la question du sens, les valeurs, voir s'ils sont en adéquation avec si leurs valeurs sont en adéquation avec celles de la structure. Et à partir du moment où un candidat prend le temps quand même de compléter une évaluation, quelle qu'elle soit,
La moindre des choses, c'est effectivement de pouvoir lui répondre. Alors, je sais qu'on n'a pas toujours le temps, mais parfois, comme le dit Kim dans le chat, il y a des rapports qui sont rédigés, que vous pouvez déjà transmettre pour qu'il y ait un minimum un support. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir un retour. Et on le voit régulièrement, de toute façon, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, où les candidats se plaignent très souvent de se dire j'ai postulé, j'ai pas de retour, j'ai complété un test, j'ai pas eu de retour, je sais pas. Et ça joue beaucoup. Donc, effectivement, en termes d'éthique, c'est quelque chose d'important. Maintenant, au niveau des erreurs à pouvoir, les erreurs à éviter, parce que comme on le disait, donc utiliser des tests, c'est bien. Ça va vous permettre d'obtenir une multitude d'informations. Maintenant, on peut aussi parfois être confronté à certaines erreurs. On a des personnes qui pourraient nous dire, si le test le dit, c'est comme ça, donc je reste sur les résultats qui m'ont été donnés par le test. J'utilise seulement les tests. Non, parce que, comme je disais tout à l'heure, les tests doivent rester un outil d'aide à la décision. Et ça, c'est important pour vous aussi. On ne peut pas prendre une décision uniquement basée sur des résultats. Là où c'est aussi intéressant, c'est de se dire dans les erreurs qui peuvent être à éviter, c'est de limiter aussi toute la partie des biais cognitifs. Et on a tendance à faire des fois des stéréotypes parce qu'on a vécu de mauvaises expériences de par le passé avec un candidat qui pouvait, en tout cas, montrer certaines caractéristiques comportementales qu'on avait déjà évaluées. On se dit, ça s'est mal passé avec le candidat précédent, on ne poursuit pas avec lui non plus parce que c'est la même chose. Non, il faut, malgré les tests, plus vous allez les corréler, plus vous aurez d'informations différentes. Et le but des tests, c'est pas de mettre des gens dans des cases, de dire tout le monde est comme ça. Si tu es, par exemple, je prends le cas du disque, mais si tu es dominant, tu es forcément centré sur l'objectif, individualiste, autoritaire. Non, parce qu'on est tous différents et on reste de l'humain. Donc, on peut avoir une intelligence émotionnelle différente. Il peut y avoir des choses qui vont faire en sorte que même si vous obtenez des fois des résultats un peu similaires sur certains items, vous êtes pour autant différents. Donc, éviter les stéréotypes aussi. Le clonage dans les organisations, on l'a beaucoup vu, où on est habitué à recruter seulement les personnes d'une même école aussi. Ça peut être rassurant, mais en même temps, ça va vous faire perdre aussi en efficacité et en innovation. Comme on le disait, évitez de prendre des tests qui sont peu fiables et non validés aussi, parce que la fiabilité des résultats, elle ne sera pas au rendez-vous et ce n'est pas ce que vous recherchez. Et puis, s'improviser dans l'analyse. Pour beaucoup de tests, vous allez parfois avoir effectivement des certifications qui sont à faire. Et ces certifications, elles sont importantes parce qu'elles vont vous permettre d'acquérir les subtilités et les compréhensions aussi des différents outils pour pouvoir faire les liens. Donc ça, c'est vraiment les erreurs principales, j'ai envie de dire, qu'on pourrait retrouver si on utilisait les tests d'une mauvaise façon. Comment est-ce qu'on utilise les tests? Question qui m'est adressée. De différentes manières. Alors, chez LM5P, en tout cas, on les utilise de 3 manières. La première, c'est qu'on l'utilise en interne. Tous les gens qui ont rejoint le cabinet ont passé un ou plusieurs tests de personnalité. Encore une fois, l'idée pour nous, c'est de nous aider à la décision, c'est d'apprendre à mieux connaître les gens, c'est de poser les bases d'un débat, d'un entretien, d'un échange, et aucunement de trancher sans échanger avec la personne. Donc pour nos recrutements internes, moi-même, j'ai passé des tests et ça m'a permis d'en apprendre plus sur moi. Donc très intéressant aussi. Deuxième moyen de s'en servir en externe pour nos clients qui ont des recrutements pour eux-mêmes et qui ont envie d'en savoir plus sur les candidats et d'avoir un retour sur leur personnalité, donc sur des recrutements externes. Et troisième point, on parlait tout à l'heure, Marine, de mobilité interne. On est de plus en plus sollicité par des structures qui ont des projets d'évolution pour des futurs managers ou des managers sur des postes de directeur, etc. et qui veulent offrir à leurs collaborateurs un moment, on va dire, privilégié pour qu'ils prennent du recul sur eux-mêmes, qu'ils apprennent, encore une fois, comme je le disais pour moi-même, à mieux se connaître, à capitaliser sur leurs forces, à travailler sur, j'aime pas trop le terme de faiblesse, mais en tout cas sur leurs axes d'amélioration. Donc, mobilité interne. Et c'est vraiment de plus en plus le cas et on est sollicité sur ces sujets-là. Et les retours sont toujours extrêmement bons, que ce soit de la part des personnes qui passent les tests et qui, encore une fois, ont l'occasion et l'opportunité de prendre du recul sur eux-mêmes, leur parcours, etc. Mais aussi
pour les recruteurs, les managers, les RH qui ont Ouais. un retour et une super base de discussion pour échanger avec les personnes. Merci Thomas. Et donc effectivement, maintenant, on va aborder rapidement la question de l'intérêt à utiliser les tests. Et ben, c'est tout simplement, effectivement, de faire diminuer votre turnover, de pouvoir accroître la performance de vos organisations aussi, de réduire tous les coûts qui sont liés au recrutement et de faciliter notamment l'intégration aussi et l'accompagnement de vos nouveaux collaborateurs en interne. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Donc, comme on l'a dit depuis le début de cette conférence, plus vous avez d'éléments, de toute façon, plus vous allez mettre en adéquation les attentes comportementales que vous aurez de la personne dans le poste voulu et savoir si vous recrutez le bon candidat au-delà de la partie des compétences. Et toi, Thomas, du coup, depuis que chez Leng5P, vous utilisez les tests, ton retour? Il n'est pas top. Non, je plaisante. Il est bon et c'est pour ça aussi que ça me tenait à cœur de participer à ce webinaire et de partager ça auprès de la communauté Parlons RH et de ceux qui avaient envie d'en savoir plus. C'est que nous, c'est un choix qu'on regrette absolument pas, que ce soit pour nos recrutements internes ou d'ailleurs pour nos clients. Le volume le plus important, nous, c'est concernant les entreprises qu'on accompagne. Les retours sont bons, il y a plus de fiabilité. Et au-delà du recrutement, ça permet aussi de briefer les futurs managers des personnes qui sont recrutées, de mieux intégrer, de mieux former, de mieux connaître en fait ces futurs collaborateurs. Donc le retour qu'on a est bon, même si, pour reprendre le terme de tout à l'heure, c'est pas une science exacte, mais évidemment, oui, le retour est bon. Merci Thomas. Alors, on a essayé, j'espère en tout cas, de pouvoir répondre au maximum de questions, ce qui va nous rester que 3-4 minutes. Donc, on va essayer de faire au mieux. Si toutefois, vous souhaitiez des informations complémentaires sur les évaluations, sur ce qu'on peut évaluer, sur ce qu'on peut rechercher, n'hésitez pas à nous contacter en dehors de la conférence pour qu'on puisse répondre effectivement à toutes ces demandes. Est-ce que vous On va avez peut-être voir des s'il y a quelques questions. Ouais, alors je crois qu'on avait quelques questions dans le chat et puis quelques questions dans l'onglet questions. Alors moi, j'avoue que je ne jongle pas trop avec les onglets, j'ai peur de reperdre la connexion. En tout cas, c'est vrai que c'est bien parce que tout le monde a essayé de participer. Enfin, le chat a été animé, il y a eu des questions très pertinentes et on vous en remercie parce que ça veut dire que le sujet vous intéresse aussi. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir les points de vue des uns et des autres. C'est aussi ce qui fait la force de ces conférences. Je vois qu'on a Sandrine qui dit effectivement il est important d'identifier les besoins avec les personnes concernées et puis c'est vraiment effectivement de pouvoir repenser les attentes qu'on peut avoir pour les différents postes, passer au-delà des compétences, aller au-delà et chercher plutôt la dimension comportementale. Ça c'est une certitude. Je vois pas forcément beaucoup d'autres questions. Hop. Quels outils utilisez-vous? On a plein d'outils. Ça peut être effectivement du disque, de l'intelligence émotionnelle. Tout va dépendre effectivement de ce que vous cherchez à analyser. Est-ce que c'est plutôt de la personnalité, du comportement? Est-ce que c'est le potentiel? Est-ce que c'est plutôt la partie cognitive aussi? Donc, il existe plein de tests sur le marché, comme je le disais. Maintenant, ce qui est vraiment important, je pense, c'est de toujours se poser la question en amont, de dire finalement, qu'est-ce que je cherche vraiment à évaluer, de quoi j'ai besoin chez moi en interne. Est-ce que c'est uniquement le comportement, dans quel cadre je veux l'utiliser, ou est-ce que c'est plutôt sur du développement, sur le potentiel, parce qu'on veut mettre en place un programme de revue des talents en interne. Donc, il faut vraiment que vous, de votre côté, vous ayez la capacité à réfléchir à cette dimension et en fonction de ce que vous recherchez, on proposera les tests adaptés, bien entendu. On a Fanny qui nous demande si on utilise les tests pour les non-cadres. Il n'y a pas de discrimination sur les tests. C'est valable sur tout type de fonction et tout type de niveau de responsabilité. Donc, idem pour les statuts, quel que soit le statut, ça permet simplement de mieux connaître la personne, de l'appréhender. C'est un petit investissement en temps
Encore une fois, une dizaine de minutes, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure pour les tests les plus longs. Il y a un moment de restitution, mais qui finalement permet d'échanger avec la personne. Et c'est valable quel que soit le statut. Je crois qu'on arrive au bout et que la conférence va s'arrêter parce qu'on a d'autres conférences qui vont être animées par la suite qui sont 15h44. très intéressantes. Donc en tout cas, merci à vous d'avoir pu assister à cette conférence. Merci à toi, Thomas. Merci à Parlons RH. Et puis, n'hésitez pas à pouvoir nous contacter si vous voulez en parallèle sur les réseaux sociaux ou autres, en tout cas, pour qu'on puisse poursuivre ces échanges. Un grand merci à tout le monde. Merci Marine, merci Parlons RH, merci à tous les participants. N'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn si vous avez quelques frustrations concernant des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. On sera ravis de le faire. Exactement. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.